Exercice 17, une histoire de karma. Alors, dans certains chapitres qu'on va voir ensemble, il y a parfois un exercice intitulé une histoire de karma. Tous ces exercices-là font référence à une série américaine qui s'appelle My Name is Earl, ou Earl tout court en français. Alors je t'invite à jeter un œil à cette série, si tu as l'occasion de la regarder, ne t'en prive pas. C'est une série comique qu'on peut regarder en famille, voilà, pas prise de tête, tu rigoles et ça fait réfléchir aussi, hein, parfois ça fait réfléchir et ça fait relativiser certaines choses de la vie. Voilà, donc je t'invite vivement à la regarder, c'est très, très enrichissant et très marrant à la fois. Alors, ce bonhomme Ehrlichie, en fait, c'était un voyou, voilà, un voyou, un bon à rien, qui passait son temps à voler et à fumer, à boire, bref, un paria de la société, comme il se qualifie lui-même dans la série. Un jour, il a volé un ticket de loterie à un monsieur. Et quand il a gratté ce ticket de loterie, il a gagné 100 000 $. Il était fou de joie, il se dit cool, ma vie va être bien maintenant que je vais avoir de l'argent, parce que jusqu'à présent il n'a pas d'argent, hein, voilà, il n'a pas d'argent, il traîne dans les rues, etc. Bon. Donc là il gagne 100 000 $, il est heureux, il pense que sa vie va changer, alors effectivement elle va changer, mais pas comme il l'a pensé. Donc il court, il saute, il est fou de joie, et pendant qu'il saute, qu'il court, il se fait percuter par une voiture. Le ticket de loterie s'envole. Du coup, il a perdu les 100 000 $ et vient d'avoir un accident très grave. Il se réveille finalement quelques temps plus tard à l'hôpital. Donc, il est tombé dans le coma. Hein. Et à son réveil, il voit qu'il a perdu le ticket de loterie. Les frais médicaux sont assez élevés parce qu'on est en Amérique. En Amérique, il n'y a pas forcément, enfin en tout cas à l'époque, il n'y avait pas une couverture sociale comme on a la chance d'avoir en France. Donc il va avoir des frais à payer, il est déjà dans la galère à la base. En plus de ça, sa femme le quitte en même temps, va avec un de ses meilleurs amis. Il perd aussi la caravane dans laquelle il dormait. Bon bref, il a tout perdu ce jour-là. Et pendant qu'il est à l'hôpital, qu'il continue d'avoir des soins, il regarde une émission et suite à cette émission, il commence à réfléchir sur le sens de la vie. Et il se dit que s'il a eu cet accident, c'est peut-être parce qu'il y a une force spirituelle qu'il appelle karma. C'est ce qu'il pense. Hein. Il pense que cette force spirituelle l'a puni avec son accident parce que jusqu'à présent, il faisait plein de mauvaises actions. Voilà, comme c'était comme ce n'était pas quelqu'un de bien, qu'il commettait beaucoup de mauvaises actions, eh bien cette force spirituelle l'a puni. Voilà, il lui arrivait une mauvaise chose en retour. Du coup, il se dit, j'ai failli mourir. Si en sortant de l'hôpital, je continue de vivre comme je le fais jusqu'à présent, eh bien, il m'arrivera peut-être encore des tuiles, puisque karma va peut-être à nouveau me punir de mes mauvaises actions. Donc il va essayer de renverser ça, d'inverser cette situation-là. Et il se dit, j'ai qu'à, à ma sortie de l'hôpital, j'ai qu'à faire des bonnes actions. Et en faisant ces bonnes actions, eh bien, cette force spirituelle, karma, va me récompenser. Voilà, il m'arrivera de bonnes choses dans ma vie. Du coup, décidé à changer, il rédige une liste de toutes les mauvaises actions qu'il a commises par le passé. Et à sa sortie d'hôpital, il se promet de réparer toutes ces mauvaises actions, quoi qu'il lui en coûte. Et donc voilà, ça commence comme ça la série. Donc il sort de l'hôpital et il y va, il commence à réparer une mauvaise action. Et en fait, si tu veux, chaque épisode de la série va traiter d'une mauvaise action qu'il aura commise et qu'il va essayer de réparer. Bon, et bien souvent, il lui arrive beaucoup de péripéties. Il répare pas souvent la mauvaise action comme lui l'aurait pensé, mais il finit toujours par s'en sortir. Voilà. Donc nous, à travers ces différents exercices, une histoire de karma, et bien voilà, ce sera comme un épisode à peu près. Alors certains exercices reprennent des épisodes de la série, d'autres pas, parce qu'il fallait que je mette un contexte en lien avec les différents chapitres qu'on traite, voilà. Donc certaines histoires que je vais te raconter sont purement fictives, d'autres sont
sont tirés d'un épisode de la série elle-même. Et d'autres sont des épisodes de la série légèrement modifiés, etc. Bon, bref, toujours est-il que je te recommande vivement de regarder cette série-là. Allez, on y va. En se réveillant un matin, Earl ne savait pas à quel numéro de sa liste s'attaquer. Il a alors compté le nombre de secondes qu'il fallait à Randy pour se réveiller pendant qu'il lui soufflait sur la tête. Alors Randy, c'est son petit frère. Du coup, à la sortie d'hôpital, Earl et Randy vivent tous les deux dans une chambre d'un motel. Randy, il est assez limité comme bonhomme. Si tu regardes la série, tu verras, il est pas fut-fut. Et puis c'est pareil, en fait, il suit Earl. Earl, c'est son modèle, voilà. Donc il le suit quoi qu'il fasse. Alors, il a mis 89 secondes à se réveiller. Du coup, le numéro 89 de sa liste, donc sa liste de mauvaises actions, c'est « ruiner le repas de famille annuel ». Alors, chaque été, la maman d'Earl réunissait toute la famille pour un repas. L'organisation n'était jamais évidente à cause des tensions familiales. L'oncle Wally, chasseur de père en fils, ne voulait pas manger à côté de la tante Suzy, végétarienne de mère en fille. Le grand-père Donald, conservateur dans l'âme, ne voulait pas manger à côté de grand-mère Hilary, utopiste de toujours. Ainsi, pour éviter les conflits, elle séparait les tables et faisait plusieurs groupes, mais cela lui prenait beaucoup de temps pour satisfaire tous les invités. Une fois, pour rigoler, Earl avait changé de place les étiquettes portant les noms des convives. Dès l'entrée, tout avait dégénéré. Tante Suzy n'avait cessé d'invectiver l'oncle Wally parce qu'il mangeait du jambon et des œufs. De l'autre côté, grand-père Donald avait déclenché la Troisième Guerre mondiale en opposant les idées libérales de grand-mère Hilary aux siennes. Tout le monde était finalement rentré chez soi et ça avait été le dernier repas de famille. Décidé à réparer son erreur, Earl alla voir sa maman pour la convaincre d'organiser un nouveau repas de famille. « Pas question, Earl J. Hickey. Sais-tu combien de temps j'ai passé à organiser notre dernier repas ?»« Mais maman, je t'aiderai. »« Ah oui ? Et comment crois-tu que ça se passera lorsque l'oncle Wally se retrouvera en face de tante Suzy ? Ou lorsque grand-père Donald croisera grand-mère Hilary ? Organisons un repas costumé, comme ça personne ne reconnaîtra personne. » Après tout, pourquoi pas ? Mais c'est toi qui te charges de placer les convives. C'est ainsi qu'Earl dut gérer le nombre de tables et le placement des invités. Alors, premièrement, combien de tables doit-il prévoir pour placer les 123 invités, sachant que chaque table doit contenir le même nombre d'invités ? Et il faut au minimum 10 invités par table. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de trouver un diviseur de 123 pour finalement écrire 123 comme le produit de deux nombres. Alors, on peut appliquer les critères de divisibilité qu'on a vus ensemble. Alors, on sait déjà que 123 n'est pas divisible par 2, puisque son chiffre des unités est 3. On va essayer de regarder si 123 est divisible par 3. Donc, on ajoute les chiffres qui le composent. 1 plus 2, ça fait 3, et 3 plus 3, ça fait 6. 6, c'est dans la table de 3, donc je sais que mon nombre 123 est un multiple de 3. Donc c'est 3 fois un certain nombre, et donc là, un peu de calcul mental. 123, c'est 3 multiplié par 41. Et comme il faut au minimum 10 invités par table, eh bien on va avoir 3 tables de 41 invités. Alors ça fait des tables gigantesques, hein. Oui, mais on est en Amérique, et en Amérique, tout est possible, c'est le pays des superlatifs. Donc on va dire 3 tables de 41 personnes. C'est bon maman, j'ai trouvé. J'ai même placé les invités en fonction de leur opinion et tout devrait bien se passer. Eh bien, tu vas pouvoir recommencer, parce que grand-mère Hilary viendra avec son nouveau compagnon, un certain Bill. Bon, on y retourne. Combien de tables doit-il prévoir pour placer les 124 invités, sachant que chaque table doit contenir le même nombre d'invités, et encore une fois, il faut au minimum 10 invités par table. Donc, cette fois, avec Bill en plus, ça fait 124 invités, et on va essayer de décomposer 124 en produit de deux nombres. Donc en fait, on cherche un diviseur de 124. Alors, 124, on peut le partager en deux. 124, c'est 2 fois 62, donc là on a une possibilité. 2 tables de 62.
On va avoir une autre possibilité. 124, ce n'est pas divisible par 3, puisque si on ajoute les chiffres qui le composent, 1 plus 2, 3, 3 plus 4, 7, c'était pas dans la table de 3. Par contre, 124, c'est divisible par 4, parce que si tu prends le nombre formé par les deux derniers chiffres, 24, eh bien 24, c'est dans la table de 4, c'est 4 fois 6. Donc 124, on peut aussi le décomposer en 4 multiplié par 31. Là encore, c'est du calcul mental. Voilà les deux décompositions possibles. On supposera évidemment qu'on ne prendra pas une table pour les 124 invités. Et d'un point de vue logistique, ce sera plus facile d'avoir 4 tables de 31 personnes que 2 tables de 62 personnes. Toujours est-il qu'il y avait ces deux réponses-là possibles. Donc moi, je vais opter pour 4 tables de 31 personnes. Ce sera plus facilement gérable. Mon poussin, grand-père Donald vient de m'appeler. Il viendra avec sa nouvelle compagne, Mélania. Un invité supplémentaire, du coup, il faut tout réorganiser. Combien de tables doit-il prévoir pour placer les 125 invités, sachant que chaque table doit contenir le même nombre d'invités, et il faudra, encore une fois, au minimum 10 invités par table. Donc on a 125 invités, et on veut essayer de partager ça en un produit de deux nombres. Bon. Alors 125, tu sais déjà que c'est divisible par 5, puisque ça se finit par 5. Et 125, c'est 5 multiplié par 25. Voilà, donc là on n'aura qu'une seule possibilité, celle-ci. Donc on fera du coup 5 tables de 25 personnes. Early chérie, mes cousins Riri, Fifi et Loulou partent une semaine en camp scout et ne pourront pas venir. Finalement, le certain Bill ne viendra pas non plus. Grand-mère Hilary a découvert son passé trouble. Bon, ça fait 4 personnes en moins, donc on revient à 121 invités. Combien de tables faudra-t-il prévoir? Encore une fois, on voudra au minimum 10 invités par table. Donc on va essayer de partager 121. Donc là encore, tu appliques les différents critères de divisibilité. Mais si tu te souviens bien, dans l'exercice des fourmis, en fait, on l'a déjà décomposé 121. Je reprends, voilà, ici. Tu vois, on avait 121 fourmis, il fallait faire un certain nombre de groupes. 121, c'est 11 multiplié par 11, et c'est la seule possibilité pour décomposer ce nombre-là, hormis avec 1 fois 121. Du coup, il nous faudra 11 tables de 11 personnes. C'est bon maman, j'ai tout réglé. On est enfin prêt pour recevoir tout le monde. Tu as fait du bon boulot, Early chérie. Mais nous ne suivrons pas ton organisation. J'ai prévu un apéro dînatoire. Tout le monde sera debout et chacun mangera et discutera avec qui il veut. Mais pourquoi tu m'as laissé chercher alors? Pour que tu comprennes ma frustration lorsque tu n'as pas respecté mon organisation à l'époque. Même à 30 ans, Earl venait de recevoir une leçon de sa maman. Bien que son travail d'organisation n'ait servi à rien, il était content de voir sa famille réunie. Grand-père Donald, déguisé en canard, rigolait avec grand-mère Hilary déguisée en âne. Et de l'autre côté, on apercevait l'oncle Wally, déguisé en cochon, en train de danser avec tante Suzy, déguisée en brocoli. Et tout est bien qui finit bien.